Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un petit peu un pot-pourri sur l'hémodialyse à domicile. Il y a différents sujets que je vais aborder. On va y revenir dans les objectifs. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à divulguer. Donc, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, le but après la présentation, c'est que vous puissiez connaître les différentes modalités d'hémodialyse à domicile, connaître un petit peu l'épidémiologie de la dialyse à domicile. On va faire une petite parenthèse sur les coûts, là, sans rentrer dans les gros détails. Je veux vous parler des principales études randomisées en hémodialyse à domicile, en hémodialyse intensive. Et enfin, je vais faire une petite parenthèse sur les lignes directrices canadiennes là, qui ont été publiées l'an dernier sur l'hémodialyse intensive. Donc, juste une petite question pour l'auditoire. Savez-vous en quelle année ça a commencé, l'hémodialyse à domicile? À peu près. C'est le début de la dialyse. Excellent, c'est bon. Fait que dans les années 60, 64. C'était où? Dans quelle ville? Oui, il y a de la chicane, ça. C'est Seattle, Boston, Londres, là, il y a des histoires de publications refusées pour permettre aux Américains de publier les premiers cas. Donc ça, c'est pas très clair. Et je vous présente ici, ça, c'est un des premiers cas qu'il y a eu à Seattle, une jeune fille de 15 ans. Pardon? Is she alive? Oui. She's sleeping. Donc, c'est un des premiers cas qu'il y a eu à Seattle en 1964, donc une jeune lupique de 15 ans qui, malheureusement, n'entrait pas dans les critères pour être admise dans un programme d'hémodialyse en centre, et donc elle faisait de l'hémodialyse à domicile. Si on regarde un petit peu l'épidémiologie, vous voyez au début, vers le milieu des années 60, aux États-Unis, c'était l'endroit où il y avait à peu près le plus de dialyse à domicile. Ce qui est arrivé avec l'arrivée de Medicare, là, il y a eu une chute importante de la popularité de l'hémodialyse à domicile parce que c'était trop coûteux. Bon, ça a fluctué beaucoup dans les années. On voit que pour la majorité des pays, il n'y en a pas beaucoup et les grands champions, c'est Australie, Nouvelle-Zélande, où les modalités de dialyse à domicile, que ce soit l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale, il y en a vraiment beaucoup. Petite introduction avant de parler des mois à domicile, comprendre un petit peu comment ça fonctionnait l'hémodialyse avant l'ère du cathé sur V. Là. Donc, dans les années 70, nos patients, ils faisaient des dialyses 10 heures, 3 fois semaine à la maison ou des 14 heures, 2 fois semaine à l'hôpital. Et progressivement, on a diminué le nombre d'heures de dialyse pour deux raisons. Un, les filtres étaient plus performants, mais aussi il y avait trop de patients, on ne savait plus où les mettre. Et donc, on se demandait qu'est-ce qu'on devrait offrir comme dose de dialyse aux patients pour qu'ils aillent bien. Ce qui m'amène à parler rapidement de l'étude NCDS, donc une étude des années 70, randomisée, contrôlée, des patients suivis là, de 6 à 12 mois, où on a comparé deux types de dialyse. Là, on visait soit des concentrations élevées aux plus basses durées ou des durées de traitement un petit peu plus courtes ou un petit peu plus longues. Évidemment, l'étude a été arrêtée très prématurément parce que les patients sous-dialysés allaient mal. Donc, vous pouvez le voir ici, là, les patients chez qui on visait une urée élevée pré-dialyse, une urée dans les 40 millimoles par litre, et un petit temps de traitement avaient un très mauvais devenir. Donc, on a su qu'il ne fallait pas sous-dialyser les patients. Un petit peu plus tard, dans les années 90-2000, on s'est demandé si on dialyse plus les patients, est-ce qu'ils vont aller mieux? Ce qui m'amène à parler de l'étude HEMO que vous connaissez bien. Donc, c'est des patients chez qui on comparait un KTV 1.3 versus 1.7. Des patients dialysés 3 fois par semaine pour un maximum de 4h30 par traitement. 1800 patients. Et vous voyez que peu importe, même si on essayait de les dialyser un petit peu plus, les patients n'allaient pas mieux en termes de survie. Évidemment, ces deux études-là avaient leurs limites. Là. Dans l'étude NCDS, c'était une dialyse peut-être conventionnelle versus de la sous-dialyse. Et dans l'étude HEMO, on était limité à 3 jours par semaine. Et ça nous porte à se poser des questions. C'est peut-être pas la bonne chose à faire, là, de dialyser nos patients 3 fois 4 heures. Et ça m'amène à une réflexion. Là. Ça, c'est un poster que un de mes amis, Rob Pauley, met dans son bureau pour inciter ses patients. Ce qu'il dit, c'est « People don't pee 3 times a week. Why would you dialyze like that? » Et donc, on ne fait probablement pas la bonne chose en dialysant nos patients 3 fois par semaine. Ce qui m'amène à parler de la dialyse intensive. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va au-delà d'un horaire standard de dialyse. Soit qu'on dialyse plus souvent, soit qu'on dialyse plus longtemps. Puis, habituellement, pour offrir ce type de dialyse-là, il faut aller à la maison. Et donc, la définition de l'hémodialyse à domicile aujourd'hui, c'est un accès direct à l'hémodialyse intensive. C'est surtout ça dont je veux vous parler aujourd'hui, parce que je ne vois pas nécessairement le bénéfice à répéter exactement la même chose qu'on fait à l'hôpital, à la maison. Donc, à la maison, on peut faire plein de choses. Il y a des programmes qui vont offrir des traitements d'hémodialyse conventionnels
à la maison. Donc, on va faire du 3 fois semaine, 3 à 4 heures de dialyse par traitement en utilisant les débits sanguins et les débits de dialysa qu'on utilise en centre. Après ça, il y a 2 possibilités qu'on peut offrir à nos patients. La dialyse quotidienne courte, donc là, les patients vont se dialyser presque tous les jours pendant 2-3 heures au maximum, avec un débit sanguin un petit peu plus standard qui ressemble à ce qu'on fait à l'hôpital et des bons débits de dialysa. Et il y a également l'hémodialyse longue nocturne, où là, les patients vont se dialyser au minimum une nuit sur 2. On fait du 6-8 heures de traitement avec petit débit sanguin, petit débit de dialysa. Ici, si on regarde ce qui se passe dans les différents programmes, souvent, ce qu'il va y avoir, c'est quelque chose d'hybride entre les deux. Puis, dans la grande majorité des programmes, on va favoriser la dialyse nocturne. Je fais une petite parenthèse sur la technologie NxStage. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui êtes familiers avec ça. Peut-être pas. C'est quelque chose qui est populaire aux États-Unis. J'ai quelques images de ça. Donc, c'est un petit peu l'équivalent de la dialyse quotidienne courte, là, mais c'est vraiment un programme clé en main, où on n'a même pas à s'en faire avec la qualité de l'eau. Quand on fait la dialyse à la maison, n'importe quel appareil d'hémodialyse peut être utilisé. C'est sûr qu'il y a certaines compagnies qui ont bâti des machines qui sont un petit peu plus dédiées à la maison. Ça, c'est l'exemple de la machine faite par Fresenius. Ici, c'est la machine faite par Gambro. Mais vous pourriez utiliser n'importe quelle machine à la maison, ça ferait le travail. Évidemment, quand on fait la dialyse à la maison, là, vous savez, à l'hôpital, vous avez votre système de traitement d'eau. Il faut faire la même chose chez les patients. C'est un exemple de système de traitement d'eau qu'on utilise. Donc, vous voyez, ce n'est pas si gros que ça. Ce qu'on va avoir, c'est un réservoir de carbone pour se débarrasser du chlore-chloramine, une osmose inversée, comme vous avez ici, et un filtre de microsédiments. Vous avez ici une centrifugeuse. Là, ça, c'était un de mes patients à Toronto. Les patients faisaient leur prélèvement eux-mêmes. Nous, dans notre programme, pour l'instant, on n'a pas cette possibilité-là encore. Le NxStage, très populaire aux États-Unis. On va peut-être en voir éventuellement dans les prochaines années. Ça a été maintenant approuvé par Santé Canada. Ça a été très long parce que les sacs de dialysa étaient considérés comme un médicament, et donc ça a pris un certain temps avant de pouvoir approuver ça. Et il y a des gens en Colombie-Britannique et en Ontario qui utilisent la technologie dans le cadre d'études, et c'est vraiment un concept clé en main. Donc, vous voyez, vous avez la machine de dialyse, le filtre est ici, toutes les tubulures passent à l'intérieur, et le dialyseur, c'est dans des sacs déjà faits, soit que le patient achète, et il y a aussi moyen d'acheter un espèce de générateur de dialysa. Donc, le patient peut faire son dialysa lui-même. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le système de traitement d'eau à la maison, et ça permet au patient de voyager facilement. Donc, vous voyez, ça se met dans une valise, ça fait qu'on peut se dialyser sur le bord de l'eau, il n'y a aucun problème. C'est très, très, très vendeur aux États-Unis. Au niveau épidémiologique, maintenant, c'est les données du corps que j'ai prises sur le Ontario Renal Network. Je trouvais que les images étaient un petit peu plus belles. Donc, ce que vous voyez, c'est que les provinces championnes en hémodialyse à domicile, c'est Alberta, Colombie-Britannique, l'Ontario aussi, là, avec un 3 %. Et au Québec, on n'est pas les pires, mais on a un petit peu de chemin à faire encore. Ici, on se compare au niveau international. Au Canada, bon, en vert, ici, c'est l'hémodialyse à domicile. Au Canada, 4 % des patients sont traités par hémodialyse à domicile, comparativement à un 9 % en Australie et un 18 % en Nouvelle-Zélande. Donc, on est loin d'être les pires, mais il y a beaucoup de chemin à faire avant de se rendre comme on a en Australie et en Nouvelle-Zélande. Maintenant, pourquoi il n'y en a pas beaucoup de dialyse à la maison? Probablement que les coûts puis le fait d'implémenter un programme d'hémodialyse à domicile, ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de négociations à faire avec l'administration de l'hôpital. Et le premier défi, là, ça va être d'avoir les sous pour débuter le programme. Pourquoi? Parce que ça coûte cher commencer ce programme-là. C'est même plus cher la première année que de l'hémodialyse hospitalière parce qu'on doit monopoliser énormément de ressources pour, entre autres, acheter les machines puis faire l'entraînement des patients. Ceci dit, on finit par sauver de l'argent, puis je vais vous en parler un petit peu plus tard. Le deuxième défi qu'on va avoir, c'est de garder nos patients dans le programme. Il faut tout faire pour encourager nos patients, bien sélectionner nos patients et les supporter. Donc, leur offrir des semaines de repos s'ils sont plus capables à la maison, leur offrir la possibilité de venir se dialyser à l'hôpital et réévaluer les connaissances des patients. On prend des mauvais plis avec les mois, avec les années, donc s'assurer que tout se fait bien pour éviter
par exemple des épisodes septiques qui résulteraient en des hospitalisations puis un arrêt de la dialyse à la maison, et offrir de l'aide psychologique parce qu'il y a des patients qui trouvent ça difficile, surtout au début. Et la clé du succès dans les programmes des mois à domicile, c'est de penser à long terme avec nos patients et avec l'administration du centre hospitalier. Quand on fait notre budget pour l'hémodialyse à domicile, les coûts principaux qu'il faut inclure, il y a l'entraînement des patients. C'est ce qui coûte le plus cher. Dans mon centre, là, on parle des 4 à 5 séances par semaine d'entraînement, une séance de 4 à 5 heures, et ça va durer 4 à 6 semaines, souvent un petit peu plus long si on a à montrer aux patients comment fonctionner la fistule artério-veineuse. Évidemment, il y a l'achat des appareils de dialyse, l'achat du système de traitement d'eau pour les patients, les rénovations qu'on va faire au niveau de la maison, donc des petits changements à faire au niveau de la plomberie, petits changements au niveau de la boîte électrique, les tests d'eau initiaux et le matériel de dialyse qui va être un petit peu plus cher. Donc, si on se dialyse plus souvent, plus de filtres, plus de tubulures, ça augmente un tout petit peu les coûts. Je montre ici une étude de coûts. L'intérêt de cette étude-là, c'est que c'est des chiffres canadiens. Ça a été fait en Alberta, où on compare les coûts la première année et les années subséquentes de dialyse. Donc, vous avez ici l'hémodialyse conventionnelle en centre, in-center hemodialysis, l'hémodialyse à domicile conventionnelle, donc du 3 fois semaine, et le frequent home hemodialysis, donc la dialyse nocturne. Donc, vous voyez les coûts la première année, c'est nettement plus élevé en hémodialyse longue nocturne. Pourquoi? Parce qu'on a des dépenses à faire pour entraîner le patient, entre autres. Dans les années subséquentes, une fois que notre patient sait comment se débrouiller, on sauve de l'argent et même si on se dialyse plus souvent à la maison, ça va coûter moins cher que ce que ça nous coûterait si on faisait de l'hémodialyse conventionnelle en centre. Et si vous voyez les coûts inhérents à l'hémodialyse conventionnelle en centre, beaucoup de coûts pour ce qui est des professionnels de la santé, donc le temps infirmière qu'on paye beaucoup moins en hémodialyse à la maison, et le facility cost, donc c'est tous les frais inhérents à l'hôpital. Et une autre façon de voir les choses, c'est de la façon dont se répartit un budget des différentes dépenses. Les deux premières colonnes ici, vous avez l'hémodialyse hospitalière. Donc, en bleu, rouge et vert, ce que ça représente, c'est la médication, tous les frais reliés aux professionnels de la santé et tous les frais reliés à l'hôpital. Donc, vous voyez qu'il y a près de 70 de notre budget, quand on se dialyse à l'hôpital, qui sont associés à ces trois aspects-là. Quand on fait de la dialyse à la maison, qu'est-ce qui coûte cher? Bien, c'est les consumables and peripheral costs, donc les filtres, les tubulures et tout ça. Donc, c'est comme si on mettait l'argent à la meilleure place. On sauve énormément d'argent au niveau du personnel. Regardez ce qui est en vert ici. Il y en a beaucoup moins. Et notez que c'est la première année où on a des coûts pour le personnel un petit peu plus élevés parce qu'on doit faire l'entraînement des patients. Donc, j'espère que je vous convainc qu'on sauve un petit peu d'argent à dialyser les gens à la maison. Maintenant, la littérature en hémodialyse intensive, ça va être vite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Il y a surtout des études, des séries de cas et tout ça. J'ai décidé de me concentrer sur les études randomisées du sujet. Donc, je vous parle de 4 études. Une première étude publiée dans JAMA en 2007 où on regardait l'effet de la dialyse longue nocturne sur la qualité de vie des patients avec l'hypertrophie ventriculaire gauche. Le Frequent Hemo Network Study que vous connaissez probablement. Donc, un volet sur la dialyse quotidienne courte, un volet sur l'hémodialyse longue nocturne et le Active Trial qui est une étude en cours. Donc, première étude en hémodialyse longue, une étude de l'Alberta, publiée en 2007, qui est une étude randomisée où on a pris des patients qui étaient déjà hémodialysés et on les a randomisés en 2 groupes, soit en hémodialyse nocturne à domicile, où les patients se dialysaient 5 à 6 nuits par semaine, plus de 6 heures de traitement par dialyse, avec un débit sanguin un petit peu plus bas que ce qu'on voit en dialyse hospitalière, mais c'est un peu les prescriptions classiques de dialyse longue nocturne. La majorité était dialysée en aiguille unique. C'est peut-être un petit peu une mode, mais ce n'est pas nécessairement une recommandation. On comparait ce groupe-là à un groupe de patients qui faisaient de l'hémodialyse conventionnelle, donc 3 fois semaine avec un KTV visé à 1,2. Et le critère de jugement était la masse du ventricule gauche à 6 mois, déterminée par la résonance magnétique. Donc, petite étude, une 50aine de patients, des jeunes patients d'environ 55 ans, surtout des hommes. Et retenez ici que c'est des patients qui étaient en dialyse depuis à peu près 5 ans. Donc, pas des nouveaux patients
en dialyse. Et c'est un petit peu la répartition classique là, pour ce qui est des causes d'insuffisance rénale terminale, donc des diabétiques et des glomérulonéphrite. Ce qu'on a vu, après 6 mois de dialyse longue nocturne, au niveau de la masse du ventricule gauche, il y avait une réduction de la masse du ventricule gauche qui était statistiquement significative chez les patients qui faisaient de l'hémodialyse longue nocturne. On a trouvé d'autres choses dans cette étude-là. Donc, les patients prenaient moins de médications antihypertensives quand ils se dialysaient la nuit à la maison et une réduction de la tension artérielle systolique, bien que ce n'était pas significatif. Cette étude-là était très intéressante, limitée par un petit échantillon et il faut tenir en compte que c'était des patients qui étaient dialysés depuis environ 5 ans. Maintenant, le Frequent Hemo Network. Très grosse étude, très popularisée, qui s'est terminée en 2 publications. Un premier volet qui a été publié dans le New England en 2010, où on comparait la dialyse conventionnelle et la dialyse quotidienne courte. Et l'autre volet de Kidney International en 2011, où on comparait l'hémodialyse conventionnelle et l'hémodialyse longue nocturne. La chose primordiale de ça, c'est de comprendre que c'est 2 études distinctes. Le danger, c'est de... Vous allez voir les résultats de ces 2 études-là. Il y en a une qui est positive, une qui est négative. Ce n'est pas une étude où on comparait la dialyse quotidienne courte et la dialyse longue nocturne. Donc, comment ça a commencé, le Frequent Hemo Network? Bon, vous savez, l'étude HEMO, c'est une étude négative. Je vous ai montré une diapo un petit peu plus tôt. On a des études observationnelles qui montrent que la dialyse longue et fréquente aurait certainement plusieurs bénéfices. Et donc, on s'est dit, on va faire une étude randomisée pour déterminer l'effet de la dialyse intensive sur le devenir des patients en utilisant des critères de jugement combinés pour des raisons de puissance, évidemment. Donc, premier critère de jugement, mortalité et régression de l'HVG après 1 an. Deuxième critère de jugement, mortalité et qualité de vie des patients en utilisant le formulaire du SF36. Dans le critère d'inclusion pour cette étude-là, c'est assez simple, là. Tout patient qui nécessitait de la dialyse et qui avait la possibilité d'atteindre un KTV supérieur à 1,1 sur 2 séances consécutives. Ce qu'on voulait, c'était éviter de recruter des patients qui étaient sous-dialysés, à qui on allait éventuellement offrir une meilleure dose de dialyse. Les critères d'exclusion, on a à peu près un tableau de 3 pages là, dans la méthodologie, mais grosso modo, des patients qui avaient déjà besoin de 3 dialyses par semaine en raison de diverses comorbidités étaient exclus. Une histoire de non-observance, parce qu'il y a des dialyses qui se faisaient à la maison. Le fait de ne pas vouloir être dialysé davantage et une fonction rénale résiduelle significative qui était décrite comme étant plus de 10 millilitres minute était un critère d'exclusion pour l'étude. Bon, une survie à moins de 6 mois, c'est le classique pour la majorité des études. Et évidemment, la contre-indication à la résonance magnétique parce qu'on allait mesurer la masse du ventricule gauche par résonance magnétique. Donc, je vous ai parlé des 3 groupes, quotidienne, dialyse quotidienne, dialyse longue nocturne et la dialyse conventionnelle. Qu'est-ce qu'on prévoyait donner aux patients comme dose de dialyse? Donc, en conventionnel, 3 jours semaine de dialyse avec des sessions de plus de 2 heures et demie. Je vous rappelle que c'est une étude qui a été faite en grande partie aux États-Unis. Donc, ce qu'on veut, c'est juste atteindre le minimum du KTV. Pour ce qui est de la dialyse quotidienne courte, qui est une partie qui devait se faire en centre hospitalier, on parlait de 6 dialyses par semaine qui allaient d'1h30 à 2h45 à peu près. Et pour la dialyse longue nocturne, on parlait de 6 nuits par semaine, plus de 6 heures de traitement, donc une quarantaine d'heures de dialyse par traitement. Parlons maintenant de l'étude hémodialyse quotidienne courte. Donc, qu'est-ce qu'on a eu dans cette étude-là? Des jeunes patients dans la cinquantaine, surtout des hommes. Et c'est probablement une chose très importante à réaliser ici. Depuis combien de temps les patients étaient en dialyse? Donc, seulement 16 % des patients des 2 groupes étaient en dialyse depuis moins de 2 ans. Donc, une cohorte de patients qui se rapproche de la cohorte de l'étude du JAMA qui avait été publiée en 2007 et une majorité de patients anuriques, donc 60 et 72 % de patients qui étaient anuriques dans cette cohorte de patients-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on leur a donné comme traitement aux patients? Vous voyez, bon, un 3 jours par semaine à peu près de dialyse en conventionnel, un 5 jours en dialyse fréquente. Petit problème d'observance, 77 % des patients ont eu plus de 80 % des traitements de données. Donc, même si c'était quelque chose qui se faisait à l'hôpital, les patients ne venaient pas toujours à leur dialyse. Le temps de traitement, évidemment, plus court dans la dialyse quotidienne courte. Les débits sanguins étaient sensiblement les mêmes. Même chose pour le dialysat.
Et l'ultrafiltration à chaque traitement était moindre dans la dialyse quotidienne courte parce qu'on se dialysait plus souvent. Donc, ça va pas mal de soi. Si on regarde les résultats, donc critère de jugement primaire, qui est une combinaison, premièrement, de mortalité à 1 an et la réduction de la masse du ventricule gauche, vous avez en rouge ici les patients qui sont en dialyse fréquente. Donc, quand on regarde le critère de jugement principal, c'était statistiquement significatif. Donc, les patients en dialyse quotidienne courte avaient plus basse mortalité et une meilleure régression d'hypertrophie ventriculaire gauche. Même chose ici pour ce qui est de la qualité de vie, le deuxième critère de jugement principal, statistiquement significatif. Donc, les patients en hémodialyse quotidienne courte, meilleure survie plus meilleure qualité de vie. Et si on prend différents critères de jugement secondaire, ce qui est à droite de la ligne ici pour vous, c'est ce qui favorise la dialyse fréquente. Donc, on favorise la dialyse, ce qui est meilleur, la réduction de la masse du ventricule gauche, la qualité de vie, le phosphore en prédialyse et la pression artérielle systolique en prédialyse. Donc, tout ça était des effets bénéfiques démontrés par cette étude-là. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette partie de la dialyse quotidienne courte? C'est qu'il y a plusieurs bénéfices, donc décès et réduction de la masse du ventricule gauche, décès et score de qualité de vie, contrôle du phosphore, contrôle d'hypertension et même une réduction du nombre de médicaments antihypertensifs. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais un effet néfaste qui a été décelé dans cette étude-là, et ce n'était pas statistiquement significatif, c'est qu'il y avait un petit peu plus d'intervention au niveau des accès vasculaires quand on se dialysait plus souvent. Ça appelait à l'esprit de dire si on ponctionne notre fistule 5-6 fois par semaine, probablement qu'il y a plus de chances qu'on ait des pépins avec la fistule. Deuxième partie, l'hémodialyse longue nocturne, l'enfer comme étude. Ça a très, 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 très mal été. Gros problème de recrutement. Puis, il faut comprendre pourquoi il y a eu ce problème-là. Le protocole initial de l'étude disait, vous allez faire soit de l'hémodialyse conventionnelle à l'hôpital ou soit de l'hémodialyse nocturne à domicile. Donc, les patients qui étaient éligibles à cette étude-là, c'est des patients qui voulaient aller se faire dialyser à la maison. Et on disait, bien, c'est bon, là, tu vas peut-être à la maison, mais il y a une chance sur 2 que la prochaine année, tu fasses du 3 fois par semaine à l'hôpital. Donc, les patients ne voulaient pas prendre le risque, en rentrant dans l'étude, de faire une année supplémentaire à l'hôpital. Initialement, on voulait 250 patients dans l'étude. Là, entre la rédaction du protocole puis le début du recrutement, il y a eu d'autres études qui montraient que c'était tellement extraordinaire, la dialyse longue nocturne, qu'en refaisant un calcul de puissance, on s'est dit, bien, 150, ça devrait être correct. Puis finalement, on en a eu 90 dans l'étude. Et au cours de l'étude, il a fallu modifier le protocole parce que les 72 derniers patients qui ont été recrutés ont eu la possibilité de faire leur traitement de dialyse conventionnelle à la maison. C'était la seule façon d'avoir des patients dans l'étude. Donc, vous voyez une très, très grosse problématique au niveau de la méthodologie. C'était qui les patients dans cette étude-là? Encore une fois, des jeunes patients dans la cinquantaine, surtout des hommes. Et regardez la durée de dialyse chez les patients. Plus de 50 des patients étaient en dialyse depuis moins d'1 an. Donc, des patients incidents en dialyse, ce qui est tout à fait différent de la cohorte de patients que je vous ai présentée des 2 dernières études. Regardez la diurèse résiduelle chez les patients et le pourcentage de patients arénuriques, même pas 30 de patients anuriques versus un 60 à 70 de patients anuriques pour ce qui est de la dialyse quotidienne courte. Maintenant, qu'est-ce qu'ont fait les patients comme traitement? Ils faisaient tout leur traitement à la maison. Le patient à la maison fait ce qu'il veut. Les patients qui étaient randomisés conventionnels, la majorité ont fait leurs 3 dialyses par semaine, mais il y en a qui en ont fait un peu moins, il y en a qui en ont fait un peu plus. Regardez les patients qui devaient faire 5 à 6 nuits par semaine, ce qu'ils ont fait comme traitement. Ils sont allés de 3 à 6 traitements par semaine. Ils faisaient ce qu'ils veulent. Même chose quand on regarde les heures de dialyse par semaine. Les patients dans le groupe conventionnel ont fait à peu près leurs 12 à 14 heures de dialyse. En dialyse longue nocturne, c'était n'importe quoi. Les patients se dialysaient comme ils le voulaient. Donc, il y en a qui faisaient de la dialyse conventionnelle à la maison. Puis, il y en a, on visait, vous vous rappelez, là, on visait une quarantaine d'heures de dialyse par semaine. Il n'y en a pas 15 qui ont fait une quarantaine d'heures de dialyse par semaine. Donc, un gros flop méthodologique. Et évidemment, quand on regarde les critères de jugement primaire, vous ne serez pas étonné de voir que
n'était pas statistiquement significatif. Donc, c'est un petit peu la même chose, la même courbe. On a ici mortalité et régression de l'hypertrophie ventriculaire gauche chez nos patients. En rouge, c'est la dialyse fréquente. Ce n'était pas statistiquement significatif. Même chose pour ce qui est de la qualité de vie, c'était sensiblement la même chose. Ce qu'on a réussi à prouver, malgré ce manque flagrant de puissance, c'est tout de même que le phosphore en prédialyse était nettement plus bas chez les patients qui faisaient de la dialyse longue nocturne et la pression artérielle systolique prédialyse était plus basse aussi. Donc, malheureusement, les conclusions de cette étude-là, c'est que la dialyse longue nocturne, oui, ça nous donne un meilleur contrôle du phosphore, un meilleur contrôle de la pression, mais on n'a pas réussi à atteindre ce n'est pas statistiquement significatif là, pour ce qui est des outcomes primaires. Évidemment, c'est une étude qui manque énormément de puissance et c'est une étude où il y a énormément de patients incidents, donc on peut se demander si les patients avaient eu le temps de développer de l'hypertrophie ventriculaire gauche qui pouvait ensuite régresser en offrant un meilleur traitement et une très mauvaise observance au traitement. Et peut-être une façon d'imager ça, c'est de regarder différentes caractéristiques et voir comment c'était différent d'une étude à l'autre. Donc, vous avez ici la quotidienne courte et la longue nocturne. D'abord, le lieu de la dialyse, c'était exclusivement à l'hôpital, en quotidienne courte. En longue nocturne, ça devait se faire à la maison et à l'hôpital. Finalement, ça s'est fait exclusivement à la maison. Dans la dialyse quotidienne courte, on a eu 100 de la puissance désirée par rapport à 30 de la puissance désirée dans l'hémodialyse longue nocturne. Le recrutement de la dialyse quotidienne courte était très facile. Pour ce qui est de la longue nocturne, c'était l'enfer. Les patients refusaient de prendre le risque d'être dialysés à l'hôpital. Les types de patients, surtout des patients prévalents en dialyse quotidienne courte, 50 de patients incidents en dialyse longue nocturne. Est-ce que l'étude a été complétée? Oui, pour la quotidienne courte. Il y a même pas 90 des patients qui ont fait le suivi à 12 mois. En fait, ça a tellement été long faire le recrutement qu'on s'est rendu à la fin de l'étude puis on n'a pas pu faire le suivi adéquat chez tous les patients. Enfin, en dialyse quotidienne courte, l'observance était bonne, tandis que dans la cohorte de dialyse longue nocturne, 25 des patients ont fait moins de 5 dialyses par semaine. Donc, on peut à peine dire qu'on a comparé de la dialyse conventionnelle à de la dialyse longue nocturne. Donc, le point à retenir de ces deux études-là, c'est qu'il n'y a pas de comparaison directe entre la dialyse quotidienne courte et la dialyse longue nocturne. Les deux études dont je vous ai mentionné, c'est des populations différentes, c'est des puissances différentes d'études. En fait, il y a une étude qui n'a aucune puissance. Et le piège à éviter, c'est de considérer que l'hémodialyse quotidienne courte est supérieure à l'hémodialyse longue nocturne. Je me rappelle à l'ASN, quand il avait présenté les deux études simultanément, tout le monde sortait de la salle et disait « Ah, la dialyse nocturne, c'est pourri, il ne faut pas faire ça, c'est mieux de la quotidienne courte », mais c'est en réanalysant les données qu'on voit que c'est deux études complètement différentes. Maintenant, Active Trial, c'est la version australienne du Frequent Hemo Network. Encore une fois, une étude randomisée contrôlée où on va comparer deux types de dialyse, plus que 24 et moins de 18 heures de dialyse par semaine. Je vous rappelle que les standards australiens de dialyse conventionnelle, c'est 3 fois 5 heures à peu près. Donc, c'est pour ça qu'on parle de moins de 18 heures. Ça, c'est les sous-dialysés de l'Australie. Les pays participants, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et Chine. Donc, le critère de jugement primaire de cette étude-là va être la qualité de vie à 12 mois. On va également regarder la survie, les événements cardiaques, la sécurité de la technique, les coûts, paramètres biochimiques et hématologiques. Et ça va être un rendez-vous à l'ASN cette année. Les premiers résultats devraient être disponibles. L'étude est quasi terminée. Dernier point que je voulais aborder avec vous, les lignes directrices canadiennes pour les patients traités avec de l'hémodialyse intensive. Ça a été un peu une initiative de la Société canadienne de néphrologie qui, suite à la demande de plusieurs néphrologues, on souhaitait le développement de lignes directrices parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose chez nos patients qui font de la dialyse intense, souvent à la maison. Donc, ce qu'on ne sait pas trop, c'est comment prendre en charge les patients pour ce qui est de l'accès vasculaire, technique de ponction de la fistule, composition du dialyseur, la prise en charge du métabolisme phosphocalcique. Évidemment, on sait qu'il y a plein de lignes directrices sur les hémodialyses conventionnelles, ne serait-ce que parler des Kidoki, des Kidaigo, mais en dialyse intense, à la maison, ce n'est pas la même population. On a souvent des jeunes patients, on a souvent des patients
en bonne santé ou au contraire très, très, très malades. Et les interventions sont très différentes, là. On parle d'une technique qui se fait à la maison, des dialyses plus longues, plus fréquentes, un type de traitement où le patient va avoir de multiples responsabilités, notamment pour ce qui est de la prise en charge de son accès vasculaire. Évidemment, toutes les lignes directrices que je vais vous mentionner aujourd'hui, ça va être de cette catégorie-là, donc faible qualité d'évidence. Je vous ai dit, là, il n'y a à peu près pas d'études randomisées encore en dialyse à la maison, en dialyse intensive, donc c'est difficile de parler de lignes directrices de grade A chez ces patients-là, mais ça a quand même été une revue de littérature exhaustive avec de longues discussions pour en arriver aux conclusions. Donc, quelles sont les questions sur lesquelles on s'est penché dans l'élaboration des lignes directrices? Tout d'abord, pour ce qui est de la ponction des accès artério-veineux, on a regardé s'il fallait favoriser une ponction au trou de bouton ou ponction avec aiguille tranchante. On a regardé aussi l'effet de l'utilisation d'une crème antimicrobienne en prophylaxie chez les patients qui utilisent la ponction par trou de bouton. Pour ce qui est des accès vasculaires, on a regardé le type d'accès vasculaire à privilégier, donc fistule ou cathéter, et le fait d'utiliser ou non une technologie de connectivité. J'espère que je le traduis bien, là, mais vous savez, les petits bouchons Tego, là. Et pour ce qui est du métabolisme phosphocalcique, on a regardé la pertinence d'avoir une balance calcique neutre en utilisant un bain de calcium à 1,5 et même plus, et la pertinence d'ajouter du phosphore dans le dialysat. Donc, commençons. On va aller une question à la fois. Première question, la technique de ponction d'une fistule artério-veineuse, trou de bouton versus aiguille tranchante. Vous savez ce que c'est un trou de bouton. On se pique toujours à la même place. On fait un trajet fibreux. C'est plus facile pour plusieurs patients et c'est très populaire dans les programmes d'hémodialyse à domicile. Maintenant, est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'on fait la bonne chose en suggérant ça à nos patients? Évidemment, on a surtout trouvé des études de mauvaise qualité, pas d'études randomisées contrôlées, surtout des études observationnelles. Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec l'utilisation de la technique trou de bouton à domicile, il y a un risque accru de bactériémie à Staph aureus. On parle de 0,15 à 0,6 épisodes par 1000 patients jour et souvent, on a des séries de cas où ces bactériémies-là à Staph aureus sont compliquées d'infections métastatiques. Et en faisant des comparaisons indirectes de différentes études, on voit que le risque relatif de bactériémie est de 30 à 120 fois plus élevé quand on utilise le trou de bouton par rapport aux aiguilles tranchantes. Et donc, ça nous ferait un taux d'infection comparable à l'utilisation d'un cathéter. Maintenant, est-ce que c'est bénéfique, les trous de bouton? Est-ce que c'est vraiment plus facile à ponctionner? Est-ce que ça fait moins mal aux patients? Peut-être pour certains, mais malheureusement, il n'y a pas de littérature à cet effet. Et il y a même une étude en hémodialyse conventionnelle à la maison qui a montré qu'il n'y avait pas de différence dans les scores de douleur des patients, qu'on utilise soit des tranchantes ou soit des trous de bouton. Et enfin, il n'y a aucune étude sur l'utilisation du trou de bouton pour ce qui est du temps d'entraînement pour faire de la dialyse à domicile. Donc, c'est peut-être vrai pour certains patients, mais il n'y a aucune étude qui a démontré ça. Ce qui m'amène à la première recommandation. Vous allez voir, il y a beaucoup de oui, mais peut-être, là. Donc, pour les patients avec une fistule, on essaie d'éviter les trous de bouton dans la mesure du possible. Donc, on ne perd pas notre licence si on fonctionne avec des trous de bouton, là, mais on essaie de ne pas en faire. Pourquoi on suggère ça dans les lignes directrices? C'est qu'on accorde une très grande importance à la prévention des infections, puis peut-être moins d'importance au temps d'entraînement potentiel des patients. Évidemment, cette recommandation-là tient théoriquement pour les patients à la maison. Il y a quand même certains patients chez qui on va pouvoir faire des trous de bouton, là. Vos patients qui ont un court segment de fistule, là, puis on n'arrive pas à ponctionner nulle part ailleurs, il va falloir faire un trou de bouton. Même chose des patients qui ont des fistules anévrismales. Il n'y a personne qui va vous reprocher d'utiliser le trou de bouton, mais dans la mesure du possible, on ne l'utilise pas. Comme un politicien. C'est ça. Donc, deuxième question, l'antimicrobien topique. Donc, je viens de vous dire que l'utilisation du trou de bouton, là, ça augmente de beaucoup les risques d'infection. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire chez ces patients-là pour réduire au maximum le risque d'infection? En l'occurrence, là, mettre un petit antibiotique topique, genre Bactroban ou polysporin sur la fistule au moment de la compression. Ce qu'on a trouvé dans la littérature, c'est cette étude-là, qui vient d'Humber River en Ontario, qui est en fait une étude rétrospective avec un design pré-post où on a vu
aucun épisode de bactériémie à Staph aureus chez les patients après l'instauration systématique de l'application de mupirocin à la compression chez les patients chez qui on utilise le trou de bouton. Et évidemment, vous allez me parler de la possibilité de développer des résistances. Ce n'est pas impossible, ça n'a pas été documenté dans cette étude-là, dont la méthodologie n'est pas parfaite parce que c'est une étude rétrospective. Mais le simple fait d'avoir trouvé ça dans la littérature fait qu'on s'est permis de recommander chez les patients qui utilisent des trous de bouton d'utiliser une crème antibiotique pour réduire le risque d'infection. Pourquoi? Parce qu'on veut prévenir les infections. Il y a toujours la possibilité d'induire des résistances, mais on accorde un petit peu moins d'importance à ça par rapport au risque d'avoir une bactériémie à Staphylococcus aureus et des infections métastatiques. Cette recommandation-là tient uniquement pour les patients à domicile. Puis évidemment, il y a moyen d'ajuster le type d'antimicrobien en fonction de vos résistances locales. Maintenant, qu'est-ce qu'on utilise comme accès chez nos patients en dialyse à domicile? Est-ce qu'on veut une fistule ou un cathéter? On sait qu'en dialyse conventionnelle, on a beaucoup de littérature qui nous dit que l'accès de choix, c'est la fistule ou le greffon. C'est quand même difficile d'extrapoler toute cette littérature-là en hémodialyse intensive. Ça a l'air bien facile pour les patients d'utiliser le cathéter. C'est vraiment beaucoup plus simple pour eux. Également, on ne sait pas quel est l'impact de ponctionner une fistule 6 fois par semaine. Je vous rappelle que dans le Frequent Hemo Network, il y avait plus d'interventions au niveau des accès artério-veineux chez les patients qui avaient des fistules. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans la littérature? Évidemment, rien à la maison. Il n'y a pas beaucoup d'études. Des études observationnelles. Sans vraiment ajustement pour les caractéristiques de base des patients. Par contre, on sait que les accès artério-veineux, il y a moins de bactériémie que le cathéter. On sait qu'on a souvent plus de difficultés avec les cathéters. Vos patients avec cathéter ont probablement plus d'interventions, on probablement plus souvent en angio, on finit plus souvent avec du CatFlow dans leur cathéter. On sait également qu'un inconvénient potentiel de la fistule artério-veineuse en dialyse, c'est des ponctions fréquentes, donc peut-être qu'on va briser l'accès, on va faire des anévrismes plus fréquemment. Malgré tout ça, on se penche un petit peu vers ce qu'on dit en dialyse en centre. On dit que l'accès de choix va être la fistule ou le Gore-Tex, surtout pour réduire les risques infectieux. Ceci dit, un patient qui va refuser catégoriquement d'utiliser un accès artério-veineux à la maison, ça ne devrait pas nécessairement être une barrière à la dialyse à domicile. Il y aurait peut-être moyen de faire commencer le patient en dialyse à la maison avec un cathéter, le temps qu'il se familiarise, puis peut-être éventuellement pouvoir utiliser la fistule artério-veineuse. Ce n'est pas l'idéal, je suis bien d'accord. Maintenant, les bouchons Tego, on voulait regarder dans la littérature si c'était utile d'utiliser ce type de technologie-là pour réduire le risque d'hémorragie et d'embolie aérienne. Donc, sur toutes les choses que je vous ai déjà mentionnées, je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature, donc imaginez sur les bouchons Tego. Il n'y a rien du tout. C'est des petites études. On dit que, bon, peut-être moins d'infection, peut-être moins d'embolie. On a des études aussi qui nous montrent que l'utilisation des bouchons Tego ne va pas avoir d'impact sur le débit qu'on va avoir au niveau du cathéter. Donc, on ne va pas avoir un moins bon débit sanguin en dialyse. Dans le Frequent Hemo Network Trial, il y a quand même eu un décès d'un patient avec cathéter suite à une embolie aérienne. Et suite à ce décès-là, tous les patients qui étaient dialysés par cathéter dans l'étude utilisaient le bouchon Tego. Je n'ai pas les diapos avec moi, mais quand on réfléchissait à tout ça, on envoyait un sondage aussi à différents centres d'hémodialyse à domicile à travers le Canada. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient eu. Et on a vu que la grande majorité des centres utilisaient ce type de bouchon-là. Il y a même certains centres qui avaient l'impression d'avoir pu éviter des événements catastrophiques grâce à ces bouchons-là. Donc, dans ce contexte-là, on en est venu à la recommandation d'utiliser la technologie de connectivité lors de l'utilisation d'un cathéter pour les patients qui sont en dialyse à domicile, tout simplement pour éviter des événements catastrophiques. Maintenant, le calcium. Est-ce qu'on devrait essayer de maintenir une balance calcique neutre en utilisant un bain de calcium à 1,5 et plus? Pas beaucoup d'études. On a
trouvé plusieurs études qui étaient limitées pour les marqueurs biochimiques, à savoir des cas où on normalisait une PTH ou même on normalisait une phosphatase alcaline élevée en dialyse, donc quand on passait d'un bain de calcium de 1,25 à 1,75, des études qui ont été faites à London, en Ontario. On a vu également des études où on voyait que la PTH s'élevait progressivement quand on gardait un bain de calcium à 1,5, donc ce qui pourrait peut-être nous faire penser à une balance calcique négative. De façon indirecte, on a des études qui nous ont montré une majoration de la densité osseuse des patients si un bain de calcium était plus élevé. Est-ce que ça pourrait améliorer la fragilité osseuse, réduire le risque de fracture? Je n'ai pas d'études à vous mentionner de ce côté-là. Pour ce qui est de la mortalité des patients, des hypotensions intradialytiques, il n'y a pas de littérature, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ces petites études-là de marqueurs biochimiques? C'est qu'il y a peut-être des potentiels bénéfiques à majorer le bain de calcium pour simplifier la prise en charge du métabolisme phosphocalcique, peut-être prévenir la baisse de la densité osseuse. Il y a évidemment des risques potentiels à majorer le bain de calcium. L'inquiétude principale, ça serait de dire, bien, on va peut-être avoir un bilan calcique positif, nos patients sont déjà calcifiés, donc on va majorer nos calcifications vasculaires, surtout si nos patients en plus prennent du calcium comme chélateur, plein de vitamine D. Ce n'est pas documenté dans la littérature, mais c'est quand même un argument valable. Malgré tout ça, ce qu'on suggère, c'est d'essayer de mettre un bain de calcium à 1,5 ou plus, tout en évitant l'hypercalcémie et en évitant une sursuppression de la PTH. Puis, il faut toujours garder en considération là, les apports en calcium que va avoir notre patient, la fréquence des dialyses, l'ultrafiltration de chaque session. Plus on va faire d'ultrafiltration, plus il y a de calcium qu'on va perdre dans notre dialysa également. Finalement, le supplément de phosphore, est-ce qu'on devrait ajouter un fluide dans le dialysa pour normaliser notre phosphorémie pré-dialyse? Encore une fois, pas de littérature, c'est triste, mais on a quand même cherché fort, là. On ne sait pas qu'est-ce qu'on devrait donner comme supplément de phosphore. On ne sait pas c'est quoi les valeurs cibles de phosphore. Ce qu'on sait par contre, c'est que nos patients qui font de la dialyse longue nocturne, souvent on arrête les chélateurs, puis moi je leur dis souvent mangez donc plus de fromage le mois prochain. Oui. On sait aussi que l'hypophosphorémie sévère va être associée à des myopathies, à peut-être des effets néfastes sur le système nerveux central. Une hypophosphorémie pourrait contribuer là, donc à peut-être une ostéomalacie ou à des myopathies proximales. Évidemment, ce qu'on veut éviter chez les patients, c'est de l'hyperphosphorémie. Donc, on arrive avec la recommandation d'ajouter un supplément de phosphore pour avoir un phosphore pré-dialyse dans les valeurs de la normale. Ne regardez pas votre phosphore post-dialyse, ça remonte vite. Évidemment, avant d'ajouter du phosphore au dialysa, on arrête au chélateur, puis on dit aux patients de se gâter peut-être un petit peu plus. Puis je vous dis encore, faites attention aux valeurs post-dialyse. Donc, tout ce que je viens de vous dire au sujet des lignes directrices, la revue de littérature qui a été faite a été publiée dans deux papiers dans AJKD en 2013 et 2014. Si ça vous intéresse, c'est une revue systématique là, pour ce qui est du métabolisme phosphocalcique et les différents accès vasculaires. Donc, ça vous permettrait de choses à lire si ça vous intéresse. Donc, en conclusion, je réitère que l'hémodialyse à domicile, c'est un accès direct à la dialyse intensive et que même si on n'a pas beaucoup de littérature, je pense que le simple fait de suivre des patients puis de se faire remercier là, après quelques mois à la maison, c'est suffisant pour voir qu'on rend vraiment service à notre population, sans mentionner qu'on vide les unités de dialyse qui débordent. C'est une technique de plus en plus populaire, puis il va y avoir une littérature grandissante à ce sujet-là. Et à moyen terme, je vous ai montré que c'était une technique économique. Je dirais que ce qui va arriver, ce qui est en développement, c'est un guide de mise en place d'un programme d'hémodialyse à domicile. Donc, c'est une initiative internationale. Puis, probablement d'ici la prochaine année, il va y avoir une espèce de guide comment commencer notre programme d'hémodialyse à domicile, toutes les questions possibles et impossibles pour aider les différents centres qui ont peut-être un peu moins d'expérience à rentrer dans le bain puis commencer un programme. Voilà, je vous remercie.